Bonjour, mon nom c'est Noémie, j'ai 27 ans et je suis native de Lévis, mais entre guillemets de Portneuf, puisque moi et mes parents, on va toujours dans la région de la ZEC-Batica-Nelson. Mon plus grand rêve, je dirais, moi, c'est de devenir maman et d'ailleurs, c'est en venant m'installer dans le comté de Portneuf que moi et mon mari, on a décidé justement de fonder notre famille. Bonjour, je m'appelle Mélodie, j'ai 14 ans et je veux devenir artiste de cirque. Mon plus grand rêve, c'est de devenir maman, de devenir une mère. Car depuis que je suis tout petite, j'ai l'instinct maternel en moi. J'ai premièrement fondé ma garderie et c'est à partir de ce moment-là que j'ai su que je voulais devenir une mère. Par contre, depuis quelques temps, moi et mon mari, on a appris que ce rêve-là pourrait devenir impossible. En fait, depuis que je suis tout petite, depuis mon plus jeune âge, que mon rêve, c'est de devenir une mère. Par contre, en 2021, quand j'ai rencontré mon conjoint, on a su toutes les deux qu'on voulait fonder une famille. C'est en 2022 qu'on a commencé à essayer de fonder notre famille, notre premier enfant. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné et on a su tout de suite là, qu'il y a quelque chose qui se passait. Il y a quelque chose qui tournait pas rond, qui ne fonctionnait pas avec mon corps. Ce qui me passionne le plus dans mon rêve, c'est vraiment l'amour qui unit cette passion d'un certain sens. Parce que d'être une maman, c'est une passion. Il faut être passionné par les enfants pour se dire qu'un jour, on va vivre une grossesse, qu'on va l'accoucher, cet enfant-là, mais qu'on va aussi apporter tout l'amour du monde. Mais ce que j'apprécierais le plus d'abord et avant tout, c'est de pouvoir donner naissance à mon enfant. À mon enfant, à moi, mais à l'enfant aussi qui appartiendra à mon mari, bien évidemment. En gros, ce que j'aimerais faire le plus pour mes enfants, c'est leur apporter tout l'amour que je peux pour que mes enfants puissent vivre de façon heureuse ou heureuse. J'aimerais aussi leur montrer c'est quoi la vie courante, c'est quoi l'amour, c'est quoi l'harmonie. Parce qu'en gros, être une mère, c'est pas seulement donner naissance, mais c'est aussi recevoir de l'amour de ses enfants et de partager cet amour à l'unisson et en harmonie. Pour moi, ma plus grande inspiration, je vous dirais que c'est un groupe Facebook. C'est le groupe Facebook de la fécondation in vitro. Dans ce groupe-là, on regroupe plusieurs femmes, justement, qui ont de la difficulté avec l'infertilité, mais non seulement les femmes, mais les hommes aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui vivent l'infertilité de nos jours. Et je trouve quand même que ce groupe-là est très inspirant, puisqu'on peut se recueillir et tout se dire sans gêne et sans jugement, en fait. On peut également poser toutes les questions qui nous viennent à l'esprit et tout le monde peut se répondre dans le respect et d'une belle façon mutuelle. Je trouve que ce groupe-là m'inspire énormément confiance et c'est de là aussi que j'ai appris à pouvoir parler de mon problème d'infertilité. Moi, pourquoi j'aime mieux être mère que de ne pas l'être? En fait, c'est que j'ai vraiment vécu dans un monde familial. Toute ma famille sont très unis. Donc, c'est dur pour moi de me dire qu'un jour, je serai peut-être pas mère alors que mon plus grand rêve, c'est de devenir justement une mère. Le fait aussi que je travaille en garderie, de m'occuper de 6 à 9 enfants par jour, fait en sorte que mon rêve vient toujours renforcer mon côté positif et je me verrai pas ne pas être une mère un jour. Je sais également que mon mari, c'est un de ses rêves de devenir un père. Et je me vois pas ne pas lui offrir cette chance-là et cette opportunité-là de devenir un papa. Moi, comment j'ai su que finalement mon rêve pouvait devenir impossible, c'est que depuis le tout début, en 2021, où est-ce que j'ai rencontré mon mari, on a tout d'abord commencé justement à parler qu'on voulait des enfants. C'est en 2022 qu'on s'est essayé et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas aller rencontrer des spécialistes qui pourraient nous aider justement à comprendre le problème de notre infertilité. Il peut y avoir plusieurs raisons. L'infertilité inexpliquée, des trompes de Fallope bouchées, un manque au niveau des ovaires, ça peut être n'importe quoi. De mon côté, on a appris après maintes examens, maintes tests, après avoir passé une hystérosalpingographie, que finalement, j'avais les ovaires complètement obstrués, que j'avais des trompes de Fallope bouchées et que j'avais également une baisse de follicules, une baisse ovarienne. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que malheureusement, je suis complètement infertile.
À ce moment-là, on nous a conseillé d'aller faire une fécondation in vitro qui est appelée, entre parenthèses, une FIV. Ceci a pour but de féconder un spermatozoïde dans un ovule pour finalement créer un blastocyte qui deviendra un embryon et qui sera transféré à l'intérieur de moi. Malheureusement, le gouvernement nous offre seulement une chance de pouvoir faire une fécondation in vitro. Notre fécondation in vitro a été un total échec. Donc, après 3 blastocytes de créés, malheureusement, ils ne se sont pas transformés en embryons, ce qui a fait en sorte que malheureusement, on n'a pas pu avoir de transfert, tout simplement. Après cette chance, par la suite, pour pouvoir recommencer un processus de fécondation in vitro, il faut payer. C'est les fonds qui manquent, parce qu'une fécondation in vitro peut coûter entre 20 et 25 000 $, ce qui n'est vraiment pas donné. On a essayé tout bord, tout côté, on a vraiment tout essayé, les chances qu'on a pu de faire un GoFundMe justement pour ramasser le plus de fonds possible, mais qui malheureusement a été également un échec. Peut-être par un manque de réseautage, donc pas assez de personnes qui me connaissent pour pouvoir nous aider à ramasser les fonds possibles. Par contre, on s'est fait proposer un autre chemin. Donc, on pouvait aller avec un don d'ovule ou un don d'embryon. Mais encore là, cette fois-ci, c'était également un manque de fonds. Ça coûte très cher. Ça peut coûter entre 4 et voire 7 000 $ pour pouvoir, premièrement, avoir un don d'embryon. Mais il faut également trouver la bonne personne, le bon couple qui kick avec toi pour réussir à pouvoir faire quelque chose. Pour le don d'ovule, nous devons les commander à l'étranger ou essayer de trouver quelqu'un dans la famille qui est prêt ou dans tes amis à te faire un don, ce qui n'est pas évident. Il y a également le don d'embryon qui est non dirigé, donc qui est plus anonyme, qui peut prendre entre 6 et 7 ans. Donc, vouloir un enfant de cette façon, c'est vraiment pas facile. C'est rêve quasiment impossible pour le moment pour nous parce que tout ce qu'on peut accomplir nous apporte certaines embûches. Par contre, à chaque jour, j'ai l'impression de me rapprocher un petit peu plus de mon rêve avec tout l'espoir que ma famille est capable de m'apporter et je me dis qu'un jour, peut-être que nous aurons le droit d'avoir une seconde chance gratuite, puisque le gouvernement nous a apporté une première chance, une première fécondation in vitro gratuite recouverte par la RAMQ. Moi, je me dis que peut-être qu'un jour, il va exister une deuxième chance et que cette deuxième chance-là sera la bonne et sera la nôtre. Elle sera faite pour nous. On a vécu une certaine embûche aussi dans notre parcours de fertilité parce que, bien évidemment, le gouvernement offre 6 inséminations gratuites. Donc, les inséminations, c'est tout simplement de venir chercher le spermatozoïde du conjoint ou du donneur, de venir insérer tout simplement les spermatozoïdes à l'intérieur de la femme. Par contre, on n'a pas eu ce choix-là, nous, puisque moi, j'avais les trompes de Fallope complètement bouchées. Donc, on a tout de suite commencé par la fécondation in vitro. Malheureusement, ce qui nous a déçus de ce parcours-là, c'est qu'on s'est dit que c'était des chances en moins, donc 6 chances en moins de pouvoir féconder notre famille et même de façon plus naturelle qu'en laboratoire. En fait, il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous, mais certains d'entre eux m'intéressent moins, comme par exemple l'adoption. Oui, ça pourrait devenir dans un de nos choix, peut-être plus tard si on ne réussit pas à fonder une famille de nous-mêmes. Par contre, c'est pas quelque chose pour l'instant qu'on envisage, car bien évidemment, on sait qu'il peut y avoir d'autres options. Comme par exemple, quelque chose qui pourrait nous intéresser serait le don d'ovule ou le don d'embryon. Si je prends par exemple l'adoption, ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est qu'il faut premièrement s'enregistrer sur une liste. Par contre, dans notre belle région de la capitale nationale, notre liste elle est tout à fait complète. Donc même si j'appelle pour me mettre sur cette liste-là, malheureusement, j'ai un refus automatique puisque pour le moment, ils ne prennent plus personne. Ils ne prennent plus aucun couple qui désire pouvoir adopter. Ensuite de ça, ce qui est un petit peu plus complexe, c'est que si nous sommes sur la liste, nous devons passer par la DPJ pour venir vérifier notre maison et ajuster notre maison en conséquence de recevoir un enfant. Parfois, ça peut créer un autre enjeu côté monétaire, car c'est pas tout le monde qui a assez les moyens d'organiser sa maison en conséquence de recevoir un enfant qui n'est pas le nôtre. Ensuite, il y avait l'option aussi de devenir des parents de la DPJ, si je peux dire ça comme ça. Donc, de déposer notre nom sur une liste pour devenir banque mixte, banque régulière. Par contre, encore une fois, ça doit faire plus d'1 an que nous sommes sur cette liste-là et nous n'avons toujours pas eu d'appel. Ce qui est encore une fois compliqué, c'est de pouvoir ajuster notre maison en conséquence et toute l'attente que nous devons faire pour peut-être recevoir un refus automatique puisque notre maison n'est pas assez élaborée et que notre maison n'est pas assez sans danger pour pouvoir recevoir un enfant X. Que ce soit un enfant, une fille, un garçon, que ce soit un enfant handicapé ou à des besoins particuliers. Notre maison peut être comptée comme
pas assez organisée pour recevoir ce genre d'enfant, malheureusement. Mon côté maternel a commencé tout jeune, donc depuis que j'ai commencé ma carrière en tant qu'éducatrice en milieu familial, mais également éducatrice en CPE. Donc, pour commencer, j'ai travaillé dans un CPE durant 1 an, où j'ai vraiment acquis toute l'expérience, mais mon expérience première a vraiment été depuis que j'étais tout jeune avec ma mère qui, elle, ça fait au-dessus de 23 ans qu'elle est éducatrice spécialisée. Et j'ai vraiment connu les enfants, les bébés de tous âges depuis que je suis très jeune. À ce moment-là, j'ai commencé à materniser avec ma mère, à changer des couches, à nourrir les enfants, à donner des biberons aux bébés. Et c'est comme ça que j'ai su que j'avais vraiment un instinct maternel enfoui au plus profond de moi. Ensuite, j'ai fait justement ma première année en CPE et à ce moment-là, en 2017, je me suis blessée au niveau du dos et j'ai dû malheureusement arrêter de travailler durant 2 ans de temps. Par contre, on me disait, tu pourras pas refaire ce domaine-là, tu pourras pas recommencer une carrière, t'es blessé dans le bas du dos, tu seras jamais plus capable de te pencher pour ramasser un bébé dans un parc, par exemple. Mais j'ai jamais lâché. Mon instinct maternel a toujours pris le dessus et je me suis dit, c'est pas vrai que je vais arrêter de faire ce qui me passionne le plus, travailler auprès des enfants. Donc, j'ai recommencé à travailler avec ma mère et j'ai tout réappris l'expérience, en fait, là, que j'avais perdue d'un certain sens avec ma blessure et j'ai décidé en 2018 d'ouvrir mon milieu familial. Donc, ça fait au-dessus de presque 9 ans que j'ai mon milieu familial à la maison et c'est cette année que moi et ma mère, on a décidé de joindre nos compétences ensemble et d'ouvrir un milieu familial non subventionné mais reconnu dans notre bigénération. On adore vraiment ce qu'on fait, travailler mère et fille, ça renforce encore plus le côté maternel, la confiance, à quel point qu'on évolue ensemble et que moi, je continue d'apprendre de ma mère ce que j'aimerais pouvoir apprendre à mes enfants. Dans ma garderie, tout n'est pas permis, bien évidemment, mais on s'épanouit. Donc, le jeu libre est vraiment au premier degré. Je trouve que c'est vraiment important que les enfants soient passionnés de ce qu'ils font, qu'ils puissent continuer de créer librement et de trouver aussi une certaine énergie positive à faire ce qu'ils font. Par la suite, beaucoup de bricolage au menu, on adore bricoler, c'est super important. Je trouve qu'au niveau de la dextérité, de la motricité fine, c'est important que les enfants là, puissent évoluer et de trouver leur façon de faire avec leurs petits doigts et leurs petites mains. Je trouve que c'est super important. Je suis quelqu'un qui est très créatif de base. D'ailleurs, là, je m'amuse à faire plein d'affiches créatives que je mets sur mon groupe Facebook pour que les parents puissent voir à tous les jours ce que les enfants font. Et je trouve que c'est important dans les affiches de mettre de la couleur pour que ce soit plus vif et plus vivant. Surtout que ce soit fait de façon positive. Parce que quand on travaille dans une garderie, l'énergie positive, elle est de mise. Moi, là, je vous dirais que mon plus grand fan numéro 1, c'est mon mari, bien évidemment, parce que cette aventure-là se fait à 2. Donc non, je suis pas seule à vouloir avoir des enfants. Donc, comme je l'ai dit au tout début, moi et mon mari, on s'est rencontrés en 2021 et en 2022, notre plus grand rêve, c'était c'était de devenir papa et maman. Donc, de devenir des parents. Par contre, je peux pas exclure le fait que ma mère et mon père sont là avec moi et ils me supportent à 100%. À tous les rendez-vous, ils sont là, ils me disent à tous les fois, courage Noémie, tu vas l'avoir un jour, ton enfant, vous allez l'avoir, vous allez réussir. Certaines personnes vont se revirer vers d'autres situations pour leur aider à remonter certaines épreuves comme nous, qui est l'infertilité. Moi, je vous dirais que ce qui m'aide énormément, c'est mes animaux. Mon chien, tout d'abord, Bailey. Mon chat, Haro. Et mes poules. En fait, pourquoi que ces animaux-là viennent m'aider dans ma vie, c'est qu'ils sont là à signe de zoothérapie. Ils m'apportent un certain confort.
C'est drôle, mais parfois, mon chien, j'ai l'impression qu'elle m'écoute. Quand je lui apporte mes inconforts face à mon infertilité, je lui apporte comme un soutien maternel puisque ça reste mon chien, ça reste un animal que j'adore, comme autant mon chat et mes poules. Mais ils vont venir vraiment m'aider à apaiser mes douleurs et mes chagrins. Un artiste de cirque peut faire différentes disciplines principales. Comme moi, j'aimerais faire des équilibres sur les mains, mais il y en a qui font du mot chinois, il y en a qui font des aériens, il y en a qui font de la jonglerie. Autour des disciplines principales, il y a de la danse, du théâtre. Quand, en général, on pense au cirque, on pense soit au gros Cirque du Soleil, international avec plein d'artistes fantastiques qui sont costumés, maquillés, des anciens athlètes olympiques qui font des performances incroyables. Aussi au cirque avec des animaux, des hommes canons, des femmes à barbe, des choses comme ça. Le cirque contemporain, c'est plus ça. Moi, ce que j'aime quand je vais voir un spectacle de cirque et ce que j'aimerais, c'est vraiment la simplicité des corps. Quand j'étais petite, j'ai toujours eu un intérêt quand même marqué pour l'art, sous pas mal toutes ses formes, là, de la musique, des arts plastiques. J'ai commencé une carrière sportive dans le patinage artistique. Ensuite, j'ai fait de la danse. Et de la gymnastique. Quand j'avais 8 ans, je suis allée pour la première fois à l'école de cirque de Québec faire un camp d'été. C'était une de mes amies qui m'en avait parlé, qu'elle avait vraiment aimé ça. Puis j'ai fait comme « wow, c'est vraiment là que je suis à ma place ». Après ça, les autres années, à Noël, je demandais de l'argent pour pouvoir aller faire plusieurs semaines de camp d'été. Peut-être quand j'avais 12 ans, je me suis dit « wow, tu sais, j'ai du potentiel, je pourrais faire ça dans la vie, ce que j'ai le plus envie de faire ». Le cirque, c'est pas quelque chose que je vais pouvoir faire jusqu'à 40, 50, même peut-être 35 ans. C'est pour ça que je me suis dit que je devais commencer ça le plus tôt possible. Avant, je restais sur la Côte-Nord. Puis là-bas, ce qui ressemblait le plus aux arts du cirque, c'était la gymnastique. Donc, je m'entraînais, je faisais des compétitions. Sauf que c'était pas ce qui m'intéressait vraiment parce que j'aime vraiment l'art et je suis créative. J'ai fini par passer des auditions à l'école de cirque en février. Et puis, peu de temps après, j'ai une réponse positive de l'école de cirque et de l'école là où je vais aller. Dans le fond, ça s'appelle une concentration parce que c'est un art, c'est pas vraiment un sport-études. Dans le fond, ça va être ça pour les 3 prochaines années. Donc, l'après-midi, je vais être à l'école de cirque, mais le matin, je vais être à l'école où je vais suivre des cours normaux. Je pense aussi continuer ça au cégep. Il n'y a pas vraiment eu d'éléments déclencheurs. C'est surtout que peu à peu, en voyant des artistes, des coachs à l'œuvre, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait d'en faire un métier.
J'aime le cirque parce que ça laisse place à une liberté d'expression pour moi, parce qu'en général, je suis plutôt réservée et introvertie. Ça me donne vraiment confiance en moi. En général, j'ai une énergie plutôt différente en spectacle. Le cirque, ça a permis de laisser place à un côté créatif qu'il y avait en moi, que j'ai pas pu aller chercher quand je faisais la gymnastique. Parce que quand je faisais la gymnastique, il fallait vraiment que je suive une routine que je pratiquais énormément et que je présentais en compétition devant des juges qui allaient la noter. Alors que dans le cirque, quand je fais des spectacles, ben là, je peux créer des mouvements, je peux créer des chorégraphies. Puis quand je la présente, ben c'est plus naturel pour moi parce que j'ai pas de stress de tout devoir faire à la perfection. Sinon, le cirque, ça permet de créer un lien fort entre les autres artistes, les autres jeunes qui sont avec moi. Mes principales inspirations, c'est surtout les professionnels que j'ai vus s'entraîner quand je faisais des camps d'été à l'école de cirque. En général, je gère bien mon stress. Quand je suis stressée, habituellement, je pense juste au mouvement que je vais performer. L'obstacle principal que j'ai dû surmonter, c'était que je demeurais en région et que j'ai donc dû déménager parce qu'il n'y avait aucun cours qui était offert. Quand j'ai fait des camps à l'école de cirque, j'ai eu l'opportunité d'essayer plein de disciplines comme le trampoline, le mât chinois, les fils de fer, la jonglerie, la roue allemande, la roue cire. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de spécialité. L'année prochaine, je vais devoir choisir une spécialité, puis je pense faire des équilibres sur les mains. Le mouvement le plus difficile que je suis en train de perfectionner, c'est l'équilibre sur une main. Dans 10 ans, je me verrais performer dans des spectacles, être en tournée, puis vivre une vie d'artiste, voyager. Ce que je dirais à une jeune personne qui veut suivre le même parcours que moi, c'est que c'est important de pas avoir peur de suivre un chemin différent. Et surtout, ce que je dirais aux parents de ces jeunes, c'est que c'est important de les pousser dans ce dans quoi ils sont bons et ce qu'ils aiment. Parce que sans mes parents, je pense que je serais jamais rendue là où je suis aujourd'hui.
Oui, moi je crois qu'il y a de l'espoir vers la génération future avec les bons outils et le bon encadrement. Moi je crois que les jeunes sont capables d'évoluer vers un meilleur avenir et de pouvoir justement créer et d'évoluer dans ce joli monde. Je crois qu'il y a de l'espoir dans notre génération.